Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Lancement des travaux préparatoires du tunnel de Kindia en chantier qui aboutira à un chemin de fer de 650 km. Notre rédaction vous amènera ce soir à Madinaoula avec Mamadou Saliouba. Depuis 2011, le stade de Yimbaya présente un visage peu reluisant. La tribune, les toilettes et même les installations électriques ne fonctionnent plus. Vous allez le voir sur place, les jeunes du dit quartier sollicitent de l'aide auprès des autorités du pays. Et pour finir, vous aurez la revue de presse avec Djibril Ba. Ensemble, nous développerons les gros titres de la semaine. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, cette brève, le ministère guinéen de la Justice vient de faire une mise au point dans un communiqué le vendredi soir à la télévision nationale. Le département de la Justice, garde des Sceaux, a annoncé que le président Alpha Condé a recommandé que tous les détenus qui le souhaitent soient suivis tous les jours par leur médecin traitant. Le ministère de la Justice rappelle qu'il a un personnel qualifié qui suit régulièrement tous les détenus et s'inquiète de leur état de santé au quotidien. Selon le département de la Justice, ce collège médical dûment assermenté pour tous les cas qui le nécessitent, procède à des hospitalisations autorisées par les services pénitentiaires. Il en a été ainsi pour plusieurs cas selon le garde des Sceaux. Je vous le disais en titre, après les travaux de construction d'un port minéralier à Moribaya, dans la préfecture de Forikaria, le consortium Waining Simondou a lancé vendredi les travaux préparatoires du tunnel de Kindia, un important chantier, vous allez le voir, qui aboutira à un chemin de fer de 650 km. Mamadou Saliouba, Salifouli Fossissé nous amène à Madinaoula où le chantier est déjà en cours. Suivez. Vu de loin, le site ressemble à une mine. Mais ici, nous sommes à Madinaoula, dans la préfecture de Kindia, où bientôt sera construit sous la montagne un tunnel monotube de 11 km. Un projet titanesque de Simandou Wind Consortium qui a lancé ce vendredi les travaux préparatoires du tunnel de Kindia. Nous sommes dévoués à construire un chemin de fer moderne et respectueux de l'environnement, caractérisé par des normes élevées, une qualité supérieure et une efficacité exceptionnelle. Fruit des conventions de base Simandou Bloc 1 et 2, la construction du tunnel est basée sur une conception optimisée avec des équipements et une technologie avancée. La suite des travaux de construction d'un port à Moribaya dans la préfecture de Forikaria est le début d'une autre infrastructure plus imposante, la construction d'un chemin de fer de 650 km qui partira de Kerouané au port de Moribaya. Un corridor économique, une sorte de trait d'union qui va profiter à l'État guinéen. Le projet d'exploitation du minerai de fer de Simandou est stratégique et ambitieux pour la République de Guinée. Il porte sur le développement d'une chaîne de production intégrée de minerais de fer, la réalisation d'infrastructures ferroviaires et portuaires, ainsi que la construction d'une série de transformation de fer à terre. Ce projet majeur est une priorité pour la Guinée, qui s'inscrit pleinement dans l'agenda de diversification de la production minière et de transformation économique porté par le chef de l'État. Avec ce projet de 15 milliards de dollars, ce sont plus de 30 000 emplois directs en phase de construction, 10 000 en phase d'exploitation,
contre 65 000 emplois indirects en phase de construction et 20 000 en phase d'exploitation. Une opportunité d'autant plus que ce tunnel ferroviaire le plus long de la sous-région va aussi servir de voie de transport pour les personnes et leurs biens. J'invite toutes les autorités à tous les niveaux ainsi que les populations riveraines à une collaboration mutuellement avantageuse, condition sine qua non de la réussite du projet. De même, la société chargée de l'exécution des travaux devra veiller au respect du contenu local pour éviter tout désagrément qui serait de nature à perturber le calendrier des travaux. La durée de la réalisation du projet est de 35 mois. Le projet Simandou prévoit un programme de formation et un transfert de compétences en faveur des Guinéens. Violences faites aux femmes en période de Covid-19, c'est parti pour 2 mois d'études sur l'ensemble du territoire guinéen. L'initiative est de l'ONG F2DHG avec l'appui de ses partenaires. La cérémonie de lancement a connu la participation de plusieurs défenseurs des droits de l'homme, y compris la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes, qui promettent d'ailleurs d'accompagner le projet piloté par Moussa Iroba. Reportage Aoula Tousso et Alseni Kamara. C'est le siège de la dite ONG qui a servi de cadre au lancement officiel du projet de lutte contre les violences faites aux femmes en période de Covid-19. À l'entame de la présentation du projet, la présidente rappelle que plus de la moitié des femmes ont subi au moins une forme de violence physique pendant sa vie, soit 55,7% selon une étude menée en 2017. Moussa Iroba souligne que le confinement dans le monde à raison de la pandémie a accentué davantage les violences faites aux femmes. Quand une étude sera faite, on fera la typologie des violences enregistrées, une cartographie de ces violences, savoir par exemple par région, quelle violence a été le beaucoup plus remarquée. Est-ce le viol, est-ce les violences conjugales, est-ce la traite des personnes? F2DHG se bat pour la protection et l'épanouissement de la femme, un engagement qui trouve des échos au niveau des partenaires. Commandant Bernard Tchengiano explique comment son service entend apporter sa contribution. Quand vous prenez par exemple les cas de viol, avant on pouvait faire 1 mois sans recevoir un cas, mais pendant cette période, je vous rassure qu'il n'y a pas une semaine où on ne reçoit pas un cas de viol. Donc c'est pour dire que cette période, les gens ont mis cette période, je ne vais pas dire à profit, mais c'est une période qui a contribué à l'augmentation des violences dans les différentes familles. C'est par visioconférence que la ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes a pris part à la cérémonie. Hawa Biavougui rassure que son département va s'investir pour minimiser les VBG. Faire une collaboration avec eux pour pouvoir réellement soutenir son accompagnement, c'est important. Et si nous ne réussissons pas à renforcer la coordination, on ne pourrait jamais être efficace sur le terrain. Le projet de lutte contre les violences faites aux femmes en période de Covid-19 a démarré au mois de février dernier et va s'étendre sur 15 mois. Des initiatives à encourager. La police nationale guinéenne vient de recevoir un don de la part de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ce don composé de matériel informatique et de sécurité d'engins roulants. Ce geste de l'ambassade des USA permettra à la police nationale d'équiper ses centres de formation, mais aussi renforcer sa capacité d'intervention des agents dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Compte rendu, André Mossier-Milimounou. C'est un don composé de 35 ordinateurs, de drones professionnels, mais aussi des motos qui faciliteront la mobilité des formateurs des écoles nationales de police. Ce don arrive à point nommé au moment où les centres de formation de la police en ont besoin. C'est un ouf de soulagement pour l'institution de formation, car ce matériel rentre dans le cadre non seulement de la formation de nos personnels, mais qui vient renforcer les capacités opérationnelles de l'institution. Au moment où nous nous apprêtons à accueillir un effectif de 1500 nouvelles recrues, et cela
nous va droit au cœur. Ce matériel sera utilisé à bon escient. Présent à la cérémonie de remise, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé la volonté de l'ambassade des États-Unis d'accompagner son département dans la gestion de la sécurité des citoyens. Il a ensuite fait une mise en garde aux bénéficiaires de ce don. Tout ceci doit nous aider à assurer le mieux possible notre mission de sécurisation des biens et des personnes. Vous avez ici du matériel de pointe qui a été accompagné de formation, d'expertise, de documents qui permettent de l'exploiter. Ce que je souhaite, comme je le dis tout le temps, c'est que ça ne dorme pas dans les armoires, dans les tiroirs et dans les entrepôts de l'école de police, des commissariats ou des CMIS, c'est que ce soit effectivement utilisé sur le terrain pour les missions auxquelles elles ont été destinées. L'ambassade des États-Unis, à travers son représentant, a promis de poursuivre son assistance auprès des forces de sécurité du pays, notamment par la formation des formateurs des écoles nationales de police. Un projet d'appui à la rééducation de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes conducteurs de mototaxi en période électorale à Conakry-Nzérékoré. Un échange pour une priorisation des besoins de taxi-moto est organisé ce samedi à Conakry. Objectif, trouver un cadre juridique et un accompagnement conséquent. Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. Les conseillers communaux, des directeurs de jeunesse, coordinateurs de taxi-moto et des acteurs de la société civile des 5 communes de la capitale discutent de la normalisation du métier de taxi-moto et de leur encadrement. Pour que les besoins et les préoccupations des jeunes conducteurs de mototaxi, qui sont aujourd'hui des acteurs clés de notre vie socio-économique, soient présentés, discutés et pris en compte dans la planification au niveau de la base, dans le sens de la normalisation de leur activité, dans le sens de l'accompagnement en termes d'esprit associatif, mais aussi en termes de résilience, pour ne pas qu'ils basculent dans la violence et dans l'instrumentalisation. 3 institutions accompagnent le projet. Au terme des activités, tous les acteurs se retrouveront pour une évaluation. La poursuite du projet sera conditionnée par le succès de celui en cours. Ce sont des fonds catalytiques. Parce qu'avant ce projet, les gens ne pensaient pas, en fait, n'avaient pas investi dans ce domaine-là. Donc c'est pourquoi le projet s'inscrit dans 18 mois. C'est pour qu'à la fin, qu'on puisse inciter d'autres bailleurs à s'intéresser à la zone, à cette activité. Donc à la fin, il y aura une évaluation finale du projet avec les partenaires du gouvernement, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Le maire de la commune de Ratoma et le ministère de la Jeunesse ont salué l'accompagnement de partenaires et promettent d'œuvrer pour la réussite du projet. Et permettra aussi aux services déconcentrés à la base de prendre en compte les préoccupations de ces jeunes, notamment leur encadrement et aussi leur sécurisation. C'est des jeunes qui sont diplômés, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de possibilité de travailler. Donc si on organise bien le secteur, je pense que ça peut être une très bonne chose. En tout cas, nous sommes avec eux, on les accompagne et on souhaite que tout le monde les accompagne. Que ce soit l'État, que ce soit les bailleurs de fonds. Le lancement de la première édition du Salon de la lecture, en abrégé SALEC, a eu lieu ce samedi à Conakry. L'objectif est de pousser les élèves et étudiants guinéens à s'intéresser à la lecture, renforcer leurs capacités et leur niveau. L'initiative est de la part d'un groupe de jeunes amoureux du livre et soucieux de l'avenir de ce pays. Compte rendu Justin Leno. Le Salon de la lecture, en abrégé SALEC, est une compétition littéraire interscolaire et interuniversitaire. Il vise à renforcer les capacités des élèves et étudiants guinéens en leur inculquant le goût de la lecture. L'initiative a été mise en place parce qu'on a constaté que nous sommes dans un pays où la lecture est tout sauf une priorité. Alors, ça se dit dans la plupart des cas que l'élève guinéen n'a pas de niveau ou que l'étudiant guinéen n'a pas de niveau ou alors que le Guinéen en général n'a pas la culture de la lecture. D'accord, c'est vrai, c'est une réalité qui existe. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce que nous avons fait pour inverser la tendance? Et justement, le SALEC vient pas pour blâmer
ou répéter la même chose que les autres ont déjà dit, c'est d'apporter des solutions au système éducatif guinéen. La première édition de cet événement a démarré ce samedi par une formation en développement personnel et à mind mapping, une méthode facile pour résumer un texte littéraire. Cet outil s'appelle la carte cognitive ou la mind mapping. L'objectif de cet outil, en fait, c'est vraiment une hiérarchisation de liens entre les données, dont l'objectif est justement de structurer et de faire émerger en fait une information. 69 candidats participent à cette première édition du Salon de la lecture. Ils bénéficieront des livres qu'ils vont lire avant de restituer le contenu. Toute personne qui lit est une personne cultivée et nous remarquons ces dernières années, plusieurs étudiants ou élèves ont du mal à lire, à avoir l'amour de la lecture. Les 24 et 25 mars sont les dates retenues pour la présélection entre 15 écoles pour 45 candidats. Nombreux sont les jeunes qui ne lisent pas. Ils n'ont pas un certain niveau de culture générale. Et quand on entend parler de culture générale, c'est quelqu'un qui lit. Une seconde présélection se fera le 26 mars entre 8 universités pour 24 candidats. La finale, elle, est prévue pour le 10 avril entre écoles et universités. Et puis, cérémonie de distinction des femmes. L'initiative est du journal des actes posés pour cette édition. La DGA de l'OPROGEM, la secrétaire générale du ministère de l'Action sociale et la responsable de l'ONG Initiative Femmes ont été primées. L'idée est de féliciter et encourager les femmes dans leurs secteurs respectifs. Alceni Bari commente les images de Aboubakar Dine Camara. Il récompense les femmes pour les efforts fournis dans leur émancipation. Ces femmes, dit-il, qui aident le gouvernement dans son programme pour les femmes. Elles se démultiplient, parfois cravachent mieux que les hommes dans les différents domaines d'activité. Il faut donc les récompenser et les encourager, estime le directeur de publication du journal des actes posés. Quand je parle des femmes, je parle à l'autonomisation de ces femmes-là, parce que même si le gouvernement a une politique pour la mise en œuvre de cette politique sur le terrain, il faut qu'il y ait des femmes. Et ce sont ces femmes-là que nous avons pris aujourd'hui comme des exemples. Nous les avons décerné des trophées et des satisfecits pour les encourager à continuer dans ce sens pour leur pays, pour leurs compatriotes. Pour cette première édition, 10 femmes ont été primées. Parmi elles, la directrice adjointe de l'OPROGEM, la secrétaire générale du ministère de l'Action sociale et la responsable de l'ONG Initiative Femmes. Toutes saluent cette cérémonie qui met en nu leur performance. Je dédie ce satisfecit à tout l'OPROGEM, au personnel de l'OPROGEM, aux dames qui m'ont accompagné et aux hommes qui ne sont pas venus. Et ça me réconforte à plus d'un titre que désormais, si je mettais un pas en arrière, je vais encore redoubler mes efforts. Les organisateurs promettent de continuer à magnifier ces femmes qui se distinguent dans leur secteur respectif. Ils comptent pérenniser cet événement comme la soirée des actes posés qui fait déjà des merveilles. Et quelle place la société civile peut occuper dans la gouvernance du système de santé? La question a réuni ce samedi à Conakry des professionnels du secteur. L'objectif, c'est de parvenir à moraliser les pratiquants du domaine et promouvoir la santé. Aoula Tousso commente les images d'Aboubacar Dine Camara. Ils veulent s'intégrer dans la politique du gouvernement, celle qui consiste à promouvoir le secteur de la santé. Ces professionnels ont donc marqué leur volonté au cours d'un échange à Conakry. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des séries d'activités, surtout les activités de formation. Parce que pour avoir une bonne qualification dans l'exercice de tes activités, il faut avoir des formations de qualité. Il part d'un constat, selon ces acteurs de la société civile, que le défi à relever est énorme. S'élever comme un seul homme pour mettre de la rigueur dans le secteur n'est qu'une question de temps. Notre rôle est vraiment très important auprès des décideurs, donc dans la bonne gouvernance, comme aujourd'hui nous parlons de gouverner autrement. Le département de la santé apprécie la démarche. Il servira comme toujours d'orientation selon son représentant.
il faut reconnaître que sur l'ensemble des dossiers que nous recevons de la part des ONG, on constate qu'il y a un déficit de compréhension de la réglementation, mais aussi des mécanismes de contrôle et de gouvernance. Mais surtout sur la mission qui est assignée au ministère de la Santé sur la promotion de la santé. Une autre observation, 80% des interventions dans les ordres de soins sont exercées par le sous-secteur privé. Comment réduire la pauvreté des enseignants? C'est l'objectif que s'est fixé la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. À cet effet, elle vient de mettre en place une coopérative dont le rôle consiste à approvisionner le personnel enseignant en denrées alimentaires de première nécessité. La rencontre a connu la présence de plusieurs personnalités, dont l'ex-ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Compte rendu Justin Leno. Les enseignants de Guinée s'engagent à demeurer solidaires. Réunis au sein de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, ils viennent encore de procéder au lancement d'une coopération pour la paix et le développement en milieu scolaire. Le mouvement syndical, par les coopératives, les mutuelles, peut améliorer la condition de vie et de travail de ces syndiqués à la base sans tendre la main à qui que ce soit. Autre objectif de cette coopérative de solidarité est de lutter contre la pauvreté en obtenant le titre présidentiel en denrées alimentaires. Elle s'est fixé des objectifs suivants. 1. Contribuer à la réduction de la pauvreté et la sous-alimentation en milieu scolaire. 2. Assurer et promouvoir le bien-être des enseignantes et enseignants de Guinée. La cérémonie est présidée par l'ex-ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ibrahima Khalil Konaté s'est dit conscient de la souffrance de l'ensemble des enseignants de Guinée. Après 20 ans, vous avez pris la responsabilité de revivre cet événement en créant une coopérative. Et vous choisissez la même école et le même lieu pour venir déposer le riz au carré avec rien pendant plus de 20 ans. Que vous en soyez remerciés. Jamais je ne cesserai d'être aux côtés de mes pères, même si je ne suis plus aux affaires, promet l'ex-ministre. Je vous le disais également en titre, les autorités guinéennes avaient démarré les travaux de rénovation du stade de Imbaya en 2011. Le stade présente à ce jour une image peu reluisante. Des travaux sont inachevés. La tribune, les toilettes et même les installations électriques qui devraient servir le stade pour d'autres activités pendant les nuits ne fonctionnent plus. Cela aux grandes dames des pratiquants du sport. Ils sollicitent vivement une intervention des autorités. Ali Badara Kamara et Amar Alexila pour le reportage. Voici le stade Sodiko, situé dans le quartier Yimbaya, commune de Matoto. Ce stade accueille, au-delà des sportifs des 4 quartiers de Yimbaya, d'autres quartiers de la capitale. Des travaux de réaménagement et de réhabilitation ont été engagés en 2011. Des travaux inachevés. 10 ans après, comme vous le voyez sur ces images de ce temple de sport, les jeunes sportifs pratiquent le football dans des conditions peu favorables où les risques de blessures sont élevés. Ici, les amoureux du sport roi sont exposés aux intempéries de la nature. Pas de vestiaires, ni de tribunes dignes de nom. Le terrain là égorge plus de les 4 d'Imbaya et les 3 Tanen et les 2 Tanen. Presque tout le monde se retrouve ici. Mais il faut voir l'état du terrain. On dirait qu'on n'a pas même pas l'autorité communale. C'est abandonné à lui-même. Seulement c'est l'administrateur qui se bat et avec les entourneurs valables comme ça là, qui se bat pour le survie du stade. Des douches, des lampadaires installés pour assurer l'éclairage ne fonctionnent presque plus depuis des années selon nos interlocuteurs. Pourtant, 52 équipes s'entraînent ici de 6h à 19h30. Actuellement, ici, de 6h30 jusqu'à 19h, il y a 52 équipes qui s'entraînent ici.
côté cadet comme minime. Le temps qui est donné à chaque équipe, il y a des équipes qui ont 1h30 minutes d'entraînement. Il y a les équipes qui ont 30 minutes d'entraînement. Les enfants, il y a les équipes qui ont 1 heure d'entraînement. Cet espace sportif est aussi utilisé pour d'autres fins par des hommes politiques. Selon le président de la jeunesse, plusieurs promesses ont été tenues dans le cadre de la mise en place d'une infrastructure moderne en vain. Le chef secteur, lui, trouve la nécessité d'encourager la génération montante. Il faut encourager la jeunesse. Qui dit encourager la jeunesse, il faut mettre les infrastructures dignes de ce nom. Nous avons le terrain là ici, mais il y a des petites difficultés qui se trouvent sur le terrain, notamment pour la mise, la synthétique sur le terrain et la couverture des tribunes. S'il faut même un peu prolonger le terrain pour qu'il y ait au moins les championnats nationaux dans le terrain. Au-delà d'être un endroit du football à la base, chaque week-end, les anciens sociétaires de Syrie nationale se rencontrent ici. Mais seul souci, la pratique du sport sur la terre battue n'est plus adaptée au football moderne. En fait, moi je pense que c'est un terrain où on doit mettre du synthétique. Ça va faire du bien au quartier et puis aux jeunes, à la jeunesse aussi, quoi. Voilà. Des conditions qui ne laissent pas indifférents des anciens joueurs du Rorea AC. Bon, la condition n'est pas assez favorable, mais on tient avec. Parce qu'on sait que nous sommes on a le problème de terrain. On peut rien contre ça. On sait qu'on s'adopte avec ça, quoi. Les autorités viennent ici pour nous aider à avoir un bon terrain, pour avoir un bon terrain synthétique. On a besoin de ça. L'ancien défenseur de l'équipe nationale, Oumar Kalaban, a aussi débuté sa carrière dans ce stade avec le club informel de Soriba Caster. Il interpelle les autorités. Vraiment, c'est vraiment dommage, quoi. Moi, j'ai presque commencé ici. J'ai commencé au stade de l'SBK là-bas. Et après, je suis venu ici à Yimbaya, à l'équipe de Caster. Je ne sais pas si vous connaissez Caster. Voilà, donc j'ai vraiment évolué ici. Donc en voyant le stade comme ça, vraiment, j'ai mal au cœur, quoi. J'ai mal au cœur. Moi, je n'ai pas les moyens de faire ce stade-là. Mais si vraiment, s'il y a quelqu'un qui peut faire le stade là, vraiment c'est bénéfique pour la jeunesse guinéenne et pour le football guinéen, quoi. Pour promouvoir le football à la base, le président de la jeunesse de Yimbaya sollicite. Les gens qui veulent diriger le football et les gens qui dirigent le football actuellement, je demande leur bonne volonté, ils n'ont qu'à venir à l'aide du stade de Yimbaya. Yimbaya souffre, Matoto souffre, ils n'ont qu'à venir à l'aide pour le stade de Yimbaya. Si la saison pluvieuse vous trouve ici, les enfants n'ont pas où casser la tête. Les enfants passent toute la journée sous la pluie et sous le soleil. Pardonnez, on demande les autorités de football et les autorités communales, parce que l'infrastructure appartient d'abord à la commune. Je demande les autorités communales de Matoto de faire face à ce stade-là. Plus loin, il souhaite la construction d'une maison des jeunes pour la jeunesse de Yimbaya. SOS donc pour le stade de Yimbaya. Et pour finir la revue de presse, c'est dans ce journal, Cellou Dalein Diallo n'a pas pu se rendre à Abidjan. Il a été empêché par des agents aéroportuaires selon de nombreux journaux guinéens qui en ont fait la une cette semaine. En plus des nouvelles communes dans le pays, voyons tout cela avec Djibril Ba. Bonsoir. Cellou Dalein de l'UFDG se voit à nouveau empêché de voyager, son passeport confisqué, titre à sa une, actuguinée.org, à l'aéroport ce mardi 16 mars 2021. Dalein dit avoir rempli toutes les formalités, aussi bien au niveau de la compagnie qu'au niveau de la police des frontières. Il est même resté 1 heure dans le salon business. Guinée 114 écrit « Urgent, Cellou empêché de nouveau de sortir du pays ». L'opposant cité par le site d'information estime que c'est une façon de gouverner autrement. Toujours sur la page de Guinée 114, Doussou Condé
fait des révélations pour elle d'Alain a compris. Le problème n'est plus M. Alpha Condé. Vous avez écouté le ministre des Affaires présidentielles dire à Cancan de faire très attention que le RPG doit se réorganiser parce qu'il ne faut pas qu'on ait le même sort que le PDG et le PUP, c'est après Alpha Sa. Mais est-ce que c'est le moment de le dire, s'interroge Doussou Condé. C'est de l'inélégance à l'inacceptable, barre à sa une, le lynx.net. Notre confrère rappelle que Alpha Condé fut réfugié à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal en Guinée pour échapper aux répressions des forces de l'ordre du général Lansana Conté, bien qu'ayant fait le siège des abords de la résidence, les policiers n'ont pas violé l'intégrité, j'allais dire, du territoire sénégalais que représente la résidence de l'ambassadeur lorsque le général Lansana Conté a accédé à la requête du président Diouf pour laisser l'opposant Alpha Condé quitter le territoire. C'est un vol spécial qui est venu chercher le réfugié. Blocage de Selou, Alpha Condé a dû être informé tardivement, lit-on sur le site de Yeli. Mais pourquoi humilier Selou Dalein? Guinée 7 s'interroge. Notre confrère précise que dans l'exercice du pouvoir, il est des méthodes qui ne sont ni républicaines, encore moins catholiques ou musulmanes, et qui pourraient avoir des implications négatives sur des relations qui, en principe, devraient être raffinées entre hommes politiques. Alpha Condé veut donc montrer à tout prix qu'il est le plus fort, conclut Mosaïque à sa une. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, plusieurs localités, dont l'île des Kassa, sont érigées en communes rurales, rapporte Convergence, gn.com. Il s'agit des localités de Guélibakaro, Linsan, Kourou, encore Balaya, deviennent désormais des communes rurales. Au total, 19 communes, précise la Guinée.info, sur la base des articles 143 et 145 portant l'organisation du territoire, que le vote relatif à l'érection de Kassa en commune urbaine et 18 autres localités en commune rurale. Dans les colonnes de Vision Guinée, le député Badiko cherche à savoir et demande au ministre de l'administration du territoire quelle sera la contribution réelle de ces localités au bien-être des habitants dans le contexte actuel. Le leader de l'Union des forces démocratiques estime que le projet de loi répond soit à des revendications communautaires comme au Fouta ou à des revendications de type clanique comme en Haute-Guinée. Ces décisions, selon lui, sont une manière de satisfaire les promesses électorales. Avec cette orientation, le pouvoir est en train d'ouvrir une boîte à Pandore qui ne contribue en rien à la cohésion des communautés et au progrès tant attendu. Merci Djibril Ba, et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.